Pourquoi pas nous, un très très bon concept, un exceptionnel concept du Phocéen. Bon, une partie de l'émission, le Mercatalk. Je rappelle le principe, ce sont des joueurs, et je le précise à chaque fois, c'est très important, qui ne sont pas liés à l'Olympique de Marseille. C'est le produit de notre imagination. On voit des joueurs sur le marché et on se dit, tiens, ça peut correspondre aux besoins de l'OM. Donc, on en discute. Après, parfois, c'est déjà arrivé, ça se transforme en piste, voire en transfert. Et on en est ravis, si tant est que ce soit des réussites. On va voir si ce sera le cas pour les 5 joueurs aujourd'hui. Et le premier dossier, on en a déjà beaucoup parlé pour les précédents mercato, c'est Cheikh Ndoye, le milieu de Angers. Vous savez, ce colosse qui avait été un peu une surprise de la Ligue 1 en 2015-2016. Il est en fin de contrat avec le club angevin. Il a une proposition de prolongation. Il ne l'a pas activé pour le moment. Est-ce qu'il faut bouger? Il a déjà un certain âge, 31 ans, mais dans un milieu de l'Olympique de Marseille avec Sanson, avec Lopez, où on dit généralement qu'il manque un peu de muscle, est-ce que Cheikh Ndoye pourrait être un peu la doublure du trio en intégrant aussi Luis Gustavo? Ça vous séduit? C'est sans indemnité de transfert, Arnaud. Ben justement, l'année dernière, les rentrées de Zambo Anguissa apportaient un petit peu cet impact qui manquait, juste comme tu viens de le dire, ce muscle un petit peu qui manquait au milieu de terrain. C'est un profil un peu box-to-box, c'est un profil comme ça qui vient jouer avec son corps. Ça peut être intéressant pour compenser de temps en temps, selon les matchs, selon les équipes, ce manque d'impact au milieu. Clément, tu nous disais qu'il fallait voir après l'enveloppe de l'attaquant ce qui allait rester à l'Olympique de Marseille pour recruter à d'autres postes. Un Cheikh Ndoye gratuit, ça peut être une bonne idée au milieu? Moi je suis pas extrêmement fan. Enfin c'est un très bon joueur, mais que je ne vois pas du tout à l'OM par son profil. À la rigueur, il y a un an, quand l'OM était au fond du trou, tu vois, t'aurais proposé Cheikh Ndoye, j'aurais dit oui, pourquoi pas. Aujourd'hui, ça fait un petit peu moins rêver, et comme le disait Arnaud, en impact physique, tu peux avoir Anguissa déjà sur le banc en doublure. Luis Gustavo, même s'il est extrêmement sec, c'est un joueur qui a beaucoup d'impact physique, qui est très très accrocheur, et qui est vraiment là dans tous les duels. Et puis il y a Boubacar Kamara qui a été testé pour le match contre Vitorul, qui a été testé au poste de numéro 6, mais aussi au poste de relayeur en début de seconde période. Donc ouais, c'est pour ça, je pense que Ndoye, non, c'est pas la priorité. C'est un très bon joueur de Ligue 1 qui peut sûrement trouver un bon club de milieu de tableau, je pense, en France. Bordeaux, par exemple. Voilà. Par exemple, où ça se trouve, il va finir par signer un nouveau contrat à Angers aussi. C'est plus qu'envisageable, je crois. En tout cas, on lui souhaite une belle carrière. Voilà, on va le dire comme ça. On s'intéresse au poste d'attaquant. Lucas Pérez. On parle beaucoup des attaquants, on parle beaucoup de Giroud à Arsenal, mais si Giroud reste, si tous les attaquants d'Arsenal restent, vu qu'à Lacazette y a signé, il y en a bien qui va finir par partir. Ça pourrait être Lucas Pérez qui s'était montré à son avantage avec la Corogne. Il a signé l'an dernier en fin du mois d'août à Arsenal. Faut reconnaître que ça s'est plutôt mal passé pour lui. Il a joué essentiellement des matchs de coupe, vous savez, les matchs de FA Cup contre les 3e divisions où il y a des replays parce qu'on arrache des nuls à la dernière minute. Voilà, ça c'était les matchs Lucas Pérez. Il n'est pas parti avec le groupe en Australie pour le stage de pré-saison, ce qui veut dire qu'il est clairement sur le départ. Est-ce que ça vous intéresse, ça, comme attaquant à la pointe de l'attaque, sachant que c'est un profil intéressant, il est rapide, il est technique, il peut jouer sur les côtés, il peut jouer dans l'axe, ou est-ce que ça se rapproche finalement trop peut-être à ce moment-là de Valère Germain? Ça s'en rapproche peut-être un peu par le profil, mais surtout là l'OM cherche un attaquant qui pourrait lui faire passer un cap, vraiment quelqu'un d'un niveau supérieur. Et je suis pas certain que Lucas Pérez soit ce joueur-là. Il a mis un but en première ligue la saison dernière. Ouais, il a dû jouer approximativement un match, hein. C'est un peu comme Batshuayi. Donc c'est quand même, je suis pas certain que ce soit le joueur qui fasse vibrer, qui te permette de franchir un palier à 28 ans en plus. C'est ça, Arnaud, il faut quelqu'un d'opérationnel. On en parle, tiens, tu es, on rappelle quand même préparateur physique de Consola. Cette donnée physique, j'imagine que quand tu regardes comme ça des joueurs sur le marché de transfert, tu l'intègres totalement. Est-ce qu'un joueur comme Lucas Pérez, c'est un pari et qu'en attaque, l'OM n'a pas le temps de relancer un joueur, ne serait-ce que physiquement, il faut quelqu'un qui soit prêt dès le début? Je pense que oui, pour intégrer rapidement, sachant qu'on reprend plutôt avec l'Europa League,
et on parlait juste avant d'un Lucas Ocampos. Est-ce que ça serait pas le même flop? Parce que Ocampos à la base avait aussi du potentiel, donc est-ce que ce Lucas Perez ne serait pas dans ce registre-là? Parce que je crois que Ocampos il doit faire un 85, on est sur les mêmes registres, il paraît assez technique au départ, donc pour avoir un deuxième flop, je te dirais non. Il paraît technique au départ. Non mais c'est très bon, c'est-à-dire que c'est ce qu'on pourrait utiliser pour certaines personnes. Que Lucas Ocampos est un joueur YouTube. Tu es technique au départ, voilà. C'est une très belle formule. Tu es technique en jonglerie, des choses comme ça, mais après la technique de jeu, l'intelligence de jeu, c'est une autre forme de technique et c'est là où après on voit les différences. Je te cache pas que je vais te piquer cette formule et que je ne manquerai pas de la réutiliser, notamment avec des joueurs Tiens-de-l'Est, Mazark. Je ne manquerai pas de leur dire vous êtes technique, mais au départ, attention les mecs. Autre dossier, Dimitri Cavaret. Ça fait pas rêver, on est d'accord. Latéral droit de Rennes, il est dans le loft chez les Bretons. Là où ça pourrait être intéressant, c'est que c'est un jeune latéral droit, tu en parlais tout à l'heure Clément, c'est un jeune latéral droit avec un petit salaire. Tiens, est-ce que ça pourrait être bien pour doubler le poste de Sakai? Lui, il accepterait de venir en tant que doublure. Est-ce que ça pourrait être intéressant? Et Rennes ne va pas en demander grand-chose vu qu'il est dans le loft. Bah, pourquoi pas, oui, on parlait de Bakary Sagna, là c'est un peu le contre-exemple du jeune joueur qui a besoin un peu de temps de jeu, de progresser, qui demande moins un salaire. Moi je suis plutôt favorable à ce genre de profil pour en faire une doublure qu'un joueur de 35 ans dont on peut avoir des doutes sur sa capacité physique actuelle. Est-ce que Arnaud, il ne vaut pas mieux recruter un latéral droit comme ça en doublure de Sakai et vraiment pousser pour qu'un Boubacar Kamara, le fleuron de la formation phocéenne, ait sa chance dans l'axe, que ce soit là en numéro 6 où il est testé ou en défense centrale, voilà, de le voir un peu plus haut dans la hiérarchie des centraux, mais pas forcément utilisé à droite où c'est pas son poste d'origine. C'est ce que j'allais te dire, ça dépend sur quel poste souhaite utiliser Rudy Garcia Camara. Donc après, prendre un mec du loft d'un club qui est de seconde zone pour moi en Ligue 1, quel intérêt? Prendre un mec du loft du PSG à l'heure actuelle, de Monaco, comme ils avaient la doublure arrière droit de Sidibé qui était beaucoup plus limite plus forte que le numéro 1, oui. Mais là, à l'heure actuelle, prendre un joueur du loft d'un club comme ça, non. Albami Touré, ça va coûter très cher. Messieurs, il y a quand même un joueur à prendre dans un loft d'un autre club, on vous l'a proposé. C'est Rachid Ghezal qui n'a toujours pas re-signé à Lyon. On en parle beaucoup de sa prolongation. Il se retrouve libre. Aux dernières nouvelles, il aurait refusé d'ailleurs une proposition du club de Jean-Michel Aulas. Alors là, on ne va pas se mentir. C'est vrai que Ghezal, ça peut doubler et le poste de Payet et le poste de Florian Thauvin, mais ça peut surtout faire la nique à l'Olympique Lyonnais. C'est là où c'est intéressant. Est-ce que vous le signeriez, vous, Rachid Ghezal, là qui est libre? Il va avoir forcément une grosse prime à la signature, mais bon. Non, je le signe absolument pas. Et puis ça fait un peu chiant le pied de nez, je pense, à Jean-Michel Aulas, puisque s'il n'a pas prolongé à Lyon, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à s'entendre sur son nouveau salaire. Non, franchement, je suis pas. C'est un joueur correct, encore une fois, mais en plus, c'est absolument pas un poste où l'OM doit recruter en priorité, je pense. Avec Thauvin et Payet en titulaire, derrière, tu peux avoir du Cabella. Aujourd'hui, dans l'effectif actuel, tu as toujours Ocampos, Bounassar qui ne sont pas partis. J'ai apprécié, sache-le Clément, que tu mettes un petit temps d'arrêt avant de parler d'Ocampos et Bounassar. C'est très bien. Mais bon, concernant Cabella, Arnaud, est-ce que pour toi, un Ghezal, c'est plus fort ou moins fort que Cabella? C'est pas les mêmes joueurs. Dans un premier temps, on manque de gauchers en Ligue 1. Moi, je trouve que c'est un bon joueur. On parlait de joueurs du loft et à ce moment-là, ça serait intéressant de récupérer ce genre de joueurs dans les lofts comme Lyon, Monaco, etc. Donc moi, oui, je serais plutôt pour prendre un joueur comme ça qui est dans un registre totalement différent de ce qu'on a déjà. C'est pas un joueur de profondeur. Thauvin est un joueur de profondeur. Il pourrait jouer dans un 4-4 de losange comme il a pu évoluer à Lyon. Pourquoi pas? Après, tout dépend bien entendu des montants mis en jeu. J'ai pas eu de chance avec Lucas Perez. Je vais donc retenter ma chance pour le dossier du grand attaquant avec un nom qui n'est pas encore sorti. Tiens, c'est Ciro Immobile, l'attaquant italien. Il s'est bien relancé. Il y avait eu une petite période un trou d'air après être parti à Dortmund, un transfert manqué, prêté à Séville, ça n'avait pas trop marché. Là, il s'est bien relancé avec une bonne saison à la Lazio Rome, donc un transfert aux alentours de 20 millions. On est dans les standards là, des Kalinic, des Bacca, des Dembélé. Tiens, est-ce que Ciro Immobile, ça pourrait pas être finalement ce nom dont on n'a pas parlé et qui sort au dernier moment pour être le bon?
Pourquoi pas alors je connais absolument pas sa situation aujourd'hui. Je sais pas s'il est sur le départ ou pas. Je ne crois pas. La Lazio, bien évidemment, ne va pas vouloir le vendre, mais face à une proposition importante, ils ne vont pas non plus faire la fine bouche. C'est le propre d'un club qui n'a pas non plus des moyens exorbitants. Après, c'est un joueur très correct. Hein. C'est un mec qui a fait ses preuves durant des saisons en Serie A et qui a mis plus de 10 buts à de nombreuses reprises. Donc oui, c'est un joueur correct. Voilà, c'est pas un joueur de classe mondiale, mais c'est un très bon joueur en Italie. Donc je pense qu'il pourrait s'adapter au championnat français sans trop de problèmes. Arnaud, tu mets 25 millions d'euros. Ouais, ça peut être la bonne idée. C'est un international, c'est un joueur qui connaît le très haut niveau, donc oui, pourquoi pas. Et ben voilà, on vous a peut-être facilité la tâche, messieurs les dirigeants. C'est pour nous, c'est cadeau, ça nous fait plaisir. En attendant, nous, on passe aux questions-réponses.